Alors, je vous laisse merci. vous organiser. Merci bien. Quelques précautions oratoires au départ pour dire qu'on n'a aucune prétention, évidemment, à la fois de résumer l'ensemble des débats. On n'est pas spécialiste plus que vous de tout ce qu'on a entendu, donc il ne s'agit pas de résumer, et encore moins la prétention de conclure sur ce que seraient, par exemple, les humanités numériques, mais plus donc d'ouvrir le débat au regard de ce que l'on a pu entendre les uns et les autres. Moi, plutôt les premiers, deuxièmes jours, j'étais un peu moins, j'ai douté un tout petit peu ce matin, Arnaud à un autre moment. Donc voilà, ouvrir les débats et essayer de faire ressortir quelques grandes lignes qui nous ont frappés. Et moi, donc, la première que je voudrais introduire pour voir ce que vous en pensez, c'est l'idée, au fond, d'une... Alors, comment l'appeler? Une discipline, je ne crois pas. Un secteur, peut-être, un champ, les humanités numériques, en construction. Et il me semble, et là, je mets tout de suite un peu de contenu, il me semble que cette construction, aujourd'hui, au lieu d'être ressenti avec beaucoup d'enthousiasme, est plutôt ressenti, c'est l'impression que j'ai eue, plutôt sur un mode d'inquiétude, de problèmes éthiques, de problèmes méthodologiques, de légitimité dans des champs, une sorte de justification qu'on a eue un peu tout le long de ces 3 jours. Dire bon, on fait des humanités numériques, mais vous inquiétez pas, on ne fait pas trop de numérique, ou enfin le numérique a ses dangers. Enfin, bon, c'est pas tout le monde n'a pas dit ça, mais il me semble qu'il y a cette réticence-là. Et ça, je voudrais l'exprimer de manière un petit peu plus générale, en disant qu'il me semble qu'il y a une sorte d'inquiétude interne entre nous, d'une part, et puis une inquiétude externe, d'autre part. L'inquiétude interne, il me semble, relève du fait qu'on a du mal à penser nos pratiques dans un continuum entre ceux qui font des humanités numérisées et ceux qui assument complètement des humanités, on va dire, numériques, de façon plus générale. C'est-à-dire ceux qui, au fond, fixent à ce champ, à ce secteur, l'exigence, et c'est une exigence forte évidemment, au numérique, de réussir à reprendre l'ensemble de ce savoir-faire, que ce soit au niveau des sources, donc une philologie par exemple très, très pointue, ou des outils, l'extraction de documents, le fichage, la documentation, etc. Donc fixe au numérique cette exigence de savoir reproduire et de ne rien perdre de notre savoir-faire précédent. Et ça, c'est tout à fait, à mon avis, louable, et c'est même une exigence fondamentale. Si effectivement on devait perdre avec la digitalisation ce savoir-faire, la qualité des sources, la réflexion humaine, etc., ça serait, criminel, le mot est trop fort, mais ça serait évidemment une moins-value heuristique, pour reprendre des titres qu'il y a eu dans le sens inverse, de la plus-value heuristique, une moins-value dans le... Et puis donc il y a ce pôle-là, et puis ensuite il y a ceux qui fixent au fond, à la digitalisation, à nos pratiques numériques, l'objectif, au fond, de révolutionner, on va dire, nos pratiques, c'est-à-dire de réinventer précisément ces sources, ou enfin les représenter, on l'a dit je crois dès le premier jour, en jouant sur ce terme à la fois platonicien et très, comment dire, littéral, de présenter à nouveau nos objets, qui sont toujours les mêmes, la culture humaine, le texte, l'image, et l'idée que le numérique à ce moment-là les représente différemment, et par là, évidemment, nous interroge différemment. Et donc, il y a peut-être cette polarité, et il me semble qu'on gagnerait entre nous à penser ça, non pas en termes de polarité, mais de continuum. On fait tous un peu, effectivement, un usage du numérique comme un simple outil susceptible de reproduire des pratiques heuristiques, méthodologiques précédentes. Et puis, c'est vrai qu'on attend tous quand même que l'ordinateur et que cette représentation numérique modifie nos protocoles méthodologiques, modifie notre posture herméneutique fondamentale, comment on interprète ces nouveaux observables qu'on peut voir au niveau du numérique. Ça, c'est une première impression d'une inquiétude, et à penser, justement, à dépasser et à penser en continuum, puis interne entre nous. La deuxième, quelque part, inquiétude, où je le présente négativement en disant qu'on est inquiet, je peux aussi dire qu'on a une sorte de maturité scientifique, puisqu'on me semble qu'on a, même si c'est en construction, on a justement la conscience de ces choses-là,
et c'est pas si mauvais. La deuxième, donc, c'est plus à l'usage externe, et ça interroge de façon un peu plus générale le numérique, non seulement dans nos pratiques, j'allais dire, purement scientifiques, mais éthiques, sociétales, etc. Avec l'identification de, moi, ce que j'appelle le Carib et Scylla de ces pratiques potentiellement numériques, et ces dangers potentiels, ces deux écueils un peu symétriques, où l'un en renvoyant à l'autre, l'autre renvoyant à l'un, mais on sait heureusement que Ulysse a trouvé quand même une voie de sortie par le haut, et c'est celle que l'on vise, j'imagine, grâce à la raison ou à la ruse, on ne sait pas, mais enfin, échapper à ça, à savoir d'un côté l'anthropomorphisation de la machine, qui est évidemment un danger, et de l'autre côté la mécanisation de l'humain, c'est-à-dire de notre pratique d'humanité, d'humanitaire, d'humaniste, enfin des gens qui travaillent en humanité, donc de l'autre côté. Et ça a été, je crois, évoqué vraiment dès le premier jour, particulièrement l'anthropomorphisation de la machine, c'est-à-dire cette fameuse expression d'intelligence artificielle qui, à mes yeux, reste métaphorique, quand bien même il y a des réseaux de neurones artificiels qui fonctionneraient un peu techniquement comme des réseaux de neurones naturels. Il n'empêche qu'on ne peut pas, je pense, ramener le raisonnement au programme. Il y a une sorte de plus-value de sens, d'âme, je sais trop comment justement le plaider. On en parlait beaucoup à la pause. C'est difficile à argumenter l'idée que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence humaine, et pourtant c'est comme une sorte d'évidence, je pense pour chacun d'entre nous, qu'il y a une différence à un endroit. En tout cas, si on se réfère, puisque ça a été évoqué, au test de Turing, puisque dès le premier jour, et c'était très bien la première intervention qui posait un peu un cadre historique, j'ai cette anecdote que je racontais à Arnaud, anecdote estivale sur vraiment une bande de jeunes ados, 12, 13, 15 ans, les enfants et mes neveux, qui s'enthousiasmaient, mais sans leurre, sur Siri et sur la façon d'interroger Siri. Et alors, ils faisaient le test devant moi, notamment, en disant « Dis-moi Siri, qui est Donald Trump ?» Et évidemment, il y a une voix bien refaite, donc l'imitabilité de la machine, a produit Donald Trump et le président des États-Unis, élu en 2017. Deuxième question, dis Siri, quel est l'âge d'Emmanuel Macron? Et Emmanuel Macron est né à Amiens, un petit ajout de sens, et on donne sa date de naissance. Le test s'est à peu près arrêté là, même il a été fait dès le départ avec scepticisme, parce que dès la troisième question, ils ont dit on va le tester, dis-moi Siri, es-tu amoureux? Les petits de 13 ans, ils ont tout de suite compris que la machine n'allait pas tromper plus longtemps leur propre intelligence, et ainsi de suite. La quatrième question, je les avais notées, c'était dis Siri, est-ce que Dieu existe? Voilà. Donc le test de Turing, encore aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, chez un enfant de 12, 13, 14 ans, il est rempli, j'allais dire, pour distinguer une machine d'un humain en quelques secondes par l'intuition des gamins. Donc voilà, cette anthropomorphisation de la machine, c'est une vraie question entre nous. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez en particulier, ou comment vous la plaidez, tant elle semble naturelle, de ne pas tomber dans ce piège. Mais c'est vrai que ça peut avoir des retours. Alors, la mécanisation de l'humain, ça, c'est une autre question, j'allais dire. Et celle-ci, moi, j'y réponds avec une question que je voulais vous poser, et puis après, on n'a pas eu le temps, sur notamment votre conclusion dialectique sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle pour aller vite. Et la question que je me pose un peu systématiquement, c'est les inconvénients avancés régulièrement et qu'on connaît tous d'une approche numérisée, d'une approche néo-positiviste, comme on dit, émergentiste à l'excès, très empirique. Comment ce reproche-là, les inconvénients, comment les mesure-t-on et par rapport à quoi les mesure-t-on? Est-ce qu'on les mesure par rapport à une pratique ancienne ou par rapport à un idéal
Et par là, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis prêt parfois à exonérer le numérique de reproches qu'on lui fait, parce que ce sont des reproches, mais ce n'est pas ce que vous avez fait, hein, attention, mais des reproches que on a pu faire à toute pratique scientifique. En d'autres termes, le positivisme ne date pas du numérique, ou alors ça serait rajeunir compte. Voilà. Donc, effectivement, les pratiques objectivantes, la volonté d'objectiver les choses, et peut-être à l'excès, est-ce que c'est l'apanage du numérique? Donc il faut en être conscient, me semble-t-il, mais peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, jeter le numérique sous prétexte qu'il pourrait nous offrir des leviers ou qui représenteraient un risque de cette nature-là. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'est apparu. Et pour conclure, et pour lancer le débat et laisser la parole à mes collègues, juste je voudrais dire un mot sur un des jokers que l'on a, je crois, entre nous admis dès le premier jour, c'est que pour sortir peut-être de ces risques et de ces impasses, il me semble que l'on a tous adopté peu ou prou une posture herméneutique, une affirmation herméneutique, c'est-à-dire l'idée fondamentale que, digital ou pas digital, l'idée c'était effectivement se permettre cette liberté d'interprétation, cette posture interprétative fondamentale qui nous permet de mettre à distance justement n'importe quelle sortie machine, aussi objectivante soit-elle, de dire ben, c'est pas probatoire, c'est pas la vérité, c'est pas je ne sais quoi, c'est une cheville interprétative dans un processus de recherche personnel, chacun dans nos disciplines, mais ça a une dimension interprétative. Et donc, en d'autres termes, la représentation que le numérique peut nous donner de nos données, précisément, si on les prend non pas comme dans une démarche purement descriptive, objectivante, comme des preuves de je ne sais quoi, mais comme des éléments susceptibles de nourrir le cercle herméneutique, de nourrir l'interprétation, d'interpréter, de surinterpréter, de réinterpréter. À ce moment-là, il me semble qu'on a une forme de garantie scientifique et épistémologique. Juste, je le dis là aussi en écho à ce que l'on a pu faire en termes de linguistique, si on pose par exemple fondamentalement que le sens, donc je ne dirais pas le concept, on a parlé du mot concept ou de l'argument, mais le sens est toujours un construit, et un construit dans le cadre de parcours de lecture, de parcours interprétatif, alors on peut fixer à l'ordinateur non pas l'objectif de prouver le sens, parce qu'on ne prouve pas une construction, bon, mais donner à l'ordinateur la possibilité, ou l'objectif, de nourrir précisément, d'objectiver, non pas le sens, mais d'objectiver le protocole interprétatif. C'est-à-dire comment je suis arrivé à mon interprétation. Grâce à des sorties machines, oui. Grâce à une représentation vectorielle des mots, oui. Mais ceci n'a pas prouvé le sens d'un texte. Le sens n'est pas déjà là dans le texte. Il est le fruit d'une lecture, il est le fruit d'une interprétation. Vous voyez la posture herméneutique vraiment fondamentale. Et du coup, je répète, l'objectif à ce moment-là de l'ordinateur n'est pas de prouver le sens, d'objectiver le sens, qui n'est pas déjà là, mais d'objectiver le protocole méthodologique, le parcours interprétatif que je me propose de faire et que je soumets à mes lecteurs, à mon jury, à mes évaluateurs. Et hop, par ce biais-là, évidemment, c'est à la fois, j'allais dire, d'apparence modeste, renoncer à prouver le sens des choses, mais c'est très prétentieux, objectiver un parcours interprétatif, objectiver, j'allais dire, une herméneutique, on pourrait appeler ça une herméneutique numérique. Voilà quelques convictions comme ça un peu que j'avais notées au cours de ces 3 journées. Alors, moi je suis là parce que je ne peux rien refuser à Pierre-Yves. Il m'a dit il faut que tu sois là sur cette table ronde. Mais ah, est-ce que il m'a demandé, oui. Est-ce qu'on laisse peut-être, est-ce qu'on lance, même si on n'est pas très rond, comme table ronde? Bon, moi je fais un tour. Okay. Je serai bref. Donc je pense que s'il a tenu à ce que je sois là, c'est parce que je suis vieux. Et donc, et j'ai encore un peu de mémoire. Et donc tout ce que je peux faire, c'est
c'est vous parler de mon vécu, de ce que j'ai vécu et de vous dire ce que je ressens quand je suis ici. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que ce débat qui a eu lieu ici, j'ai l'impression de l'avoir connu à peu près dans les mêmes termes dans les années 60. Merci. Dans les années 60, c'était... bon, peut-être si vous êtes un peu historien, vous le savez, c'était Benzekri, c'était le début de l'analyse des correspondances. C'était quelque chose qui a créé un débat assez important. Et les raisons de ce débat, elles étaient très proches de celles des débats actuels, c'est que les ordinateurs qui coûtaient encore très cher à l'époque et qui étaient réservés aux militaires, c'était un peu démocratisé et les laboratoires universitaires de sciences dures, essentiellement, avaient la possibilité maintenant de se payer des ordinateurs. Qu'est-ce que l'ordinateur de l'époque, qui était une vulgaire calculette de maintenant, enfin c'était rien du tout, mais bon, c'était, je répète, dans les années 60, qu'est-ce que ça apportait? Ça apportait un changement assez considérable dans les sciences semi-dures, en biologie notamment. C'était de dépasser la droite des moindres carrés. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais la droite des moindres carrés, en fait, ça s'apprend au lycée. C'est simplement quand vous avez une cause, un effet, que vous notez ça sur une feuille de papier, vous avez des points. Puis si ces points sont plus ou moins alignés, ça veut dire qu'il y a une loi qui régit la cause et l'effet. Et puis, comme il y a des erreurs expérimentales et tout ça, on essaye de trouver une droite qui ajuste ça au mieux. Et ça, c'était une technique de laboratoire qui, je ne sais pas quand ça remonte, mais ça, au milieu du 19e siècle, je pense, parce que c'était praticable à la main. À la main, on peut noter les points, on peut faire des petits calculs qui conviennent et qui permettent de quantifier la qualité de l'ajustement à la droite. Et c'était vraiment une pratique très courante, enseignée, je pense, au lycée ou première année d'université. Et puis, ça en était là. Mais c'est clair que conceptuellement, il n'y a pas de raison de se limiter à une cause, un effet. Ça peut être plus compliqué, il peut y avoir plusieurs causes pour un seul effet, et simplement, on se retrouve devant un problème qui était conceptuellement clair. Il fallait remplacer la droite des moindres carrés par des hyperplans, des objets mathématiques qui généralisent tout ça. Donc tout ça était très clair dans la tête des gens, sauf que c'était totalement inutilisable parce que ça demandait des calculs qu'on ne pouvait pas faire à la main. Et donc il y a eu un changement considérable dans la pratique qui était apporté par cet outil matériel, concret, informatique, qui permettait de faire des analyses de correspondance dans des situations plus complexes que celles où on a une cause, un effet. Et ça a été le démarrage d'une discussion, il y a eu des tas d'échanges sur le fait, donc Benzekri disait laissez parler les chiffres, c'était est-ce que le simple fait d'observer, ça va remplacer la méthode hypothético-déductive, c'était des luttes de pouvoir entre les nouveaux statisticiens un peu informatisés et les vieux de la vieille qui faisaient des tests d'hypothèse. Enfin, il y avait tout ce débat que je retrouve maintenant à peu près en les mêmes termes philosophiques, enfin la même philosophie, j'ai envie de dire. Je m'inclus dans ce que je vais dire d'assez bas niveau, enfin sur des concepts épistémologiques plus ou moins douteux. Enfin, il y a eu ce débat. Et il y a eu aussi des questions d'argent qui s'en sont mêlées. J'avais un bon copain dans un laboratoire de biométrie. Il a fait la fortune de son laboratoire en vendant des kideux aux médecins. C'est-à-dire, il leur faisait payer très cher quelque chose qui lui demandait pratiquement aucun travail. Et comme le médecin était riche, et il a pu développer son laboratoire sur cette base. Et ça aussi, c'est des choses qu'on a entendues. Il y a aussi les puissances de l'argent qui peuvent influer, etc. Donc tout ça, j'ai l'impression d'une redite. Alors, il me semble que
que je dis un petit intérêt, c'est que peut-être ça vaudrait le coup de retourner un peu, regarder un peu ce qui s'est dit à l'époque. Il y a eu des échanges parfois musclés, donc ça aurait peut-être un petit intérêt. Mais surtout, ce qui me paraît complètement différent pour le coup, et un peu angoissant, c'est que la discussion qui a eu lieu dans les années 60, c'était une discussion qui ne sortait pas des laboratoires. Les enjeux, c'était des enjeux de laboratoire, comment on allait continuer à pratiquer la science, ça n'avait aucune autre conséquence. Tandis qu'il est tout à fait évident maintenant que ce qui est discuté, les enjeux qui sont sur la table maintenant, ce sont des enjeux de société extraordinairement importants. Et là, bon, moi, j'ai pas de remarque à faire là-dessus. Alors j'ai une remarque qui n'a rien à voir, c'est une parenthèse, c'est toujours lié à mon âge. C'est à propos des journalistes belges qui sont passibles de la cour d'assises. Il y a un exemple français cette fois-ci qui est tout à fait comparable. Il y avait un oncologue célèbre qui s'appelait Schwarzenberg, je crois, dans les années 80. Et puis il y avait un débat autour de l'euthanasie. Et il avait eu le courage de dire qu'il réclamait qu'on correctionnalise la pratique de l'euthanasie des médecins. Donc il a eu le courage de dire qu'il avait aidé des gens à passer de l'autre côté, il le disait, et il disait « je suis passible de la cour d'assises » et ça c'est ridicule parce qu'on ne va pas me traduire en cour d'assises, on ne traduit pas le professeur machin en cour d'assises. En revanche, si c'était la correctionnelle, alors là, peut-être qu'on traduirait en correctionnel, et c'est quand même intéressant, parce qu'on ne peut pas laisser les gens faire tout et n'importe quoi. Et en fait, la loi a évolué, parce que, bon, je ne suis pas très spécialiste, mais les lois Leonetti, ce sont des lois qui sont un peu sur ce principe, c'est qu'il faut que ce soit du domaine de la correctionnelle, et non pas de la cour d'assises, bon, sauf, je te vois hocher la tête, sauf quand il y en a qui exagèrent et qui en a d'une 60. Bon, c'est tout. Ce sera tout pour moi pour le moment. Oui. Alors, je vais moi aussi rebondir. On va avoir l'impression qu'on est des poissoteurs sur ce qu'a dit Damon à propos de la nature du champ. Enfin, sur deux points, la nature du champ et la notion de plus-value, et trois notions, métaphores, qui ne sont pas très claires pour moi, et qui sont des métaphores, que j'appellerais le deep, le black et l'artificial, comme dans le western, et d'ailleurs ça donne bad, hein, le black, l'artificial et le deep. Ah, tu proposes l'acronyme en plus. Voilà, je propose on livre tout en même temps. Donc au-delà des questions du numérique en général et j'ai inclus l'éthique, j'ai l'impression que et au-delà aussi de querelles de voisinage, de façon encore disciplinaro-centrée d'envisager l'intégration d'un champ commun, qui est celui des humanités numériques, il y a la part plus claire du fait que je crois que les humanités numériques, dans leur construction, ont renforcé une certaine conscience d'appartenance ou de communauté des humanités. Je crois que les humanités qui sont revenues lexicalement très en force dans les terminologies officielles ont bénéficié des humanités numériques par la constitution de ce champ un peu pilote de reconvergence des disciplines, même si, et je suis d'accord avec Damon, même si la première journée je n'y ai pas participé, il semble se manifester davantage d'inquiétude que d'enthousiasme des premiers temps de celui qui tombe amoureux d'une belle chose, comme
ou d'un beau champ. Donc, voilà, je pense que dans la perception que l'on peut avoir de ce champ, de ces tiraillements, il y a aussi un élément de cohésion qui est assez important. Le deuxième point de base, c'est, je n'ai pas lu, mais pas lu assez. Damon me disait tout à l'heure que maintenant il y a une sorte d'inquiétude, d'anxiété bibliographique qui fait que l'accès à... Parce qu'il faut distinguer dans le numérique beaucoup de choses. Disons que ce soit numérique ou non, il se trouve qu'on a accès à un très grand nombre d'informations. Ça ne tient pas au numérique par nature. Ça tient au numérique comme outil de vecteur. Et bon, quand le numérique est un vecteur c'est différent. Un pur média, compliqué. C'est différent de lorsque le numérique construit d'autres pratiques, modifie des pans de conscience, etc. Mais je disais que maintenant, sur un domaine, on a l'impression qu'il y a tellement de choses que voilà, ça donne un sentiment beaucoup d'humilité. Donc je n'ai pas de solutions et d'informations sur ce que je vais aborder, qui est le gain heuristique qu'il y a à pratiquer les humanités numériques pour des gens qui investissent ce champ. Alors non pas, malheureusement, je n'ai pas participé, enfin je n'ai pas assisté à la conférence d'Ariana Fabricator hier, dont le titre était Perspectives heuristiques, mais moi les perspectives, ça m'intéresse beaucoup moins que les réalités. C'est-à-dire que là, ce qui me serait utile, à la fois pour promouvoir, défendre des projets éventuellement là-dessus, c'est d'être assez convaincant et informé pour dire en quoi précisément avoir une liste stable et concrète des éléments qui font de ce champ un champ particulier et un champ à soutenir. Qu'est-ce que, heuristiquement, dans la pratique de chacun, en droit, etc., vraiment, ça produit? Nouvelles hypothèses, bon, si on dit ça permet de nouvelles hypothèses, ça reste vague pour moi. Je ne peux pas me satisfaire de cette formulation-là. C'est-à-dire qu'il y a pour moi, il y a encore une nécessité d'autodéfinition et d'auto-caractérisation pour que les humanités numériques ne soient pas simplement une technique ou des techniques appliquées aux humanités. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est lié pour vous aussi, mais au cours de ces journées, il y a eu un acteur qui n'était pas l'acteur homme, et qui était diversement la machine, le programme, l'ordinateur. Je ne sais pas qui travaille, qui fait le travail, ce qu'on met derrière ces termes qui ont l'air un peu interchangeables. Par exemple, il y a eu la formule « l'ordinateur a détecté chaque ligne de base ». Bon, l'ordinateur. Je crois qu'il y a une superposition là, de plans qui ne sont pas très bien maîtrisés. C'est le propre du langage que d'introduire un certain nombre d'ambiguïtés ou de flou. Alors voilà pour les deux points initiaux. Alors je disais le deep, le black et l'artificial. Dans les inquiétudes, il y a l'idée que nous serions dépassés par les programmes que nous produisons et qu'il y a une black box, une boîte noire. J'ai entendu, Grégory, mais c'était une dia que tu as passée rapidement. It is no black letter law. Alors je ne sais pas ce que c'est que black letter law, mais là encore il y avait du black, il y avait de l'obscur. Alors c'est de l'opaque, de l'obscur, peut-être même du nègre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans vraiment? Est-ce que ce noir, c'est parce que ce n'est pas la même chose que la boîte noire pour un avion qui s'écrase. Hein. Est-ce que c'est un voile noir pudique que l'on jette sur quelque chose où on ne veut pas que les gens regardent, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment inscrutable pour des raisons X, sachant qu'on peut, dans la langue, passer d'un sens à l'autre. On peut les distinguer en disant ça n'a rien à voir de c'est noir parce qu'on le cache, et c'est noir parce qu'on n'arrive pas à voir, mais quand on parle, on peut très bien aller très facilement
de l'un à l'autre. Le juge est une boîte noire comme une autre, hein, as-tu dit. Claude disait le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Là, ça relève encore d'un autre plan qui est cette inversion du comparant-comparé, qui est aussi une des tentations ou une des menaces du développement de modèles. On construit quelque chose qui nous revient à la figure. Voilà pour le black. Pour le deep, j'ai moins à dire parce que je n'arrive toujours pas à savoir vraiment ce qu'il y a, comment on définit le deep dans le deep reading en particulier, plus même que le deep learning, mais voilà, ce n'est pas le close reading, c'est le deep reading, parce que je ne sais pas très bien comment je caractériserais ma façon de lire. Et ça a été évoqué hier lorsqu'on a parlé du deep reading qui était en voie de disparition pour l'homme. C'est-à-dire d'une certaine façon, voilà, l'ordinateur, on commence à lui apprendre quelque chose pour pouvoir se retirer de l'affaire. Ou alors ça a pour conséquence de se retirer de l'affaire. Je ne veux pas imposer un lien de conséquence, mais en tout cas, peut-être de successivité. Voilà. Alors je ne sais pas si, là aussi, puisque je suis très sensible à tout ce que la langue immanquablement met de flou dans nos expressions et même dans nos pensées, je ne sais pas si nous avons plus qu'une compréhension imprécise et intuitive de ce que c'est que ce deep. Et si ce deep est commun à toutes les expressions dans lesquelles on les emploie. Et alors enfin, pour l'artificiel, il est revenu à plusieurs reprises l'idée que, et je crois que c'est une de nos ambivalences, on oppose ou on n'oppose pas. On oppose deux mondes, et en même temps, on sait que c'est le même. Et on peut jouer sur les deux tableaux. Enfin, il n'est pas interdit d'être contradictoire ou d'être ambivalent, ce qui est peut-être un euphémisme pour la contradiction, pourvu que ça soit à des niveaux différents, avec des angles différents. Alors, on ne peut pas séparer entre les deux, humain et machine. Je crois que c'est Grégory qui a dit ça. Alors ça peut être entre humain et machine, entre l'homme et l'ordinateur. Alors évidemment, on peut les séparer. On peut les séparer conceptuellement, on a même intérêt à le faire, entre le réel et le virtuel, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Moi, je me demande si, parce que personnellement, je les sépare, non pas les mondes, mais les acteurs. Non pas le monde qui serait le monde comme problématique de Claude Mathias hier, de Paul Mathias, pardon, hier sur un monde qui serait le monde virtuel et le monde réel, non, ça c'est. Mais entre deux acteurs, un artefact procédurier, calculateur, même hyper complexe, et puis un être qui est un être des abysses, dont l'inconscient et le flou constituent et l'approximation constituent l'humanité. Est-ce que de dire que cette disjonction reste et restera radicale, ça fait automatiquement du locuteur d'une telle formule un métaphysicien? Est-ce qu'on peut dire sans être métaphysicien qu'il y a des acteurs et des modalités d'action et d'organisation de procédures complexes qui ne sont pas que du calcul, qui sont définitivement séparés? Si on me dit non, alors je me rebelle. Et si je me rebelle, je fais autre chose que ce que fait la machine, parce que je ne pense pas, même si le grand Hal dans 2001 l'Odyssée de l'espace s'est rebellé, que la machine soit en mesure de faire cette toute petite chose-là. Alors, indépendamment de tomber en dehors du fait qu'elle ne tombera pas amoureuse, je ne pense pas qu'elle pourra se rebeller au sens propre, c'est-à-dire très vaste, de autre chose que simplement dire non. Alors, si tu veux, moi, je ne peux pas te rassurer sur tous les points, mais je pense que je peux te rassurer sur Black. Cette histoire de boîte noire, c'est pas du tout mystérieux. C'est une expression qui a été reprise de l'automatique.
En fait, ça date d'avant la Dernière Guerre mondiale, et les automaticiens ont dégagé cette idée que quand on a un système matériel, il est intéressant de le considérer en tant que système entrée-sortie, input-output. Donc système entrée-sortie, en fait, ils ont fait que reprendre un peu l'attitude des physiciens. C'est je délimite un système matériel, je le soumets à des stimuli et je regarde ce qui sort. Donc ça, c'est le système entrée-sortie. Bon, après, il y a du formalisme, mais ça, on s'en moque. Et la boîte noire, c'est la méconnaissance que nous avons des mécanismes qui font qu'il y a telle relation entre l'entrée et la sortie. Donc, la boîte noire, ça ne désigne pas l'espace, le cadre de ces opérations, ça désigne la méconnaissance. Je vais expliciter un peu plus. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec moi, mais de mon point de vue, oui, quand on dit boîte noire, ça veut dire on a un système entrée-sortie dont on ne sait pas comment il fonctionne à l'intérieur. Alors maintenant, je vais prendre un exemple et qui va dégager un autre concept que les automaticiens ont dégagé, qui est celui de modèle de comportement et modèle de connaissance. Donc ça, c'est important aussi dans cette discipline. D'ailleurs, je fais une parenthèse ici. L'automatique, c'est une discipline qui a été un peu anéantie par l'informatique, mais qui est une discipline beaucoup plus ancienne. Et je pense que connaître l'histoire de l'automatique, ça éclaire pas mal sur l'histoire de l'informatique, parce que l'histoire de l'informatique qu'on a maintenant, elle a été écrite par les vainqueurs. Donc c'est pas mal d'aller regarder un peu ce que c'est que les concepts de l'automatique, etc. Donc j'explique modèle de comportement et modèle de connaissance sur un exemple que j'ai vécu. C'était un challenge qu'avait posé une agence de bassin versant en Angleterre. Et le problème était le suivant, il y avait un bassin versant avec un pont, une écluse en aval. Je ne me rappelle plus très bien des détails. Et puis, de temps en temps, quand il y avait des pluies importantes, l'eau montait trop et on était obligé d'interdire le passage sur le pont. Et pour des raisons pratiques, c'était intéressant de pouvoir prévoir le phénomène une heure ou deux à l'avance. Et pour pouvoir le prévoir, on disposait de pluviomètres qui étaient installés dans tout le bassin versant, donc qui transmettaient les données en temps réel. Et à partir de ces données, est-ce qu'il était possible de prévoir, et donc l'agence avait mis au concours en quelque sorte que le meilleur gagne, celui qui nous fera les meilleures prédictions. Et il y a eu deux projets essentiellement en concurrence. Un qui était un projet coûteux numériquement, qui consistait à cartographier complètement le bassin, faire un modèle numérique de ruissellement des eaux dans tout le bassin, à partir des équations de la mécanique des fluides, etc., de faire un zinzin informatique et qui produisait une prédiction en fonction des entrées. Donc c'était coûteux en travail intellectuel, c'était coûteux informatiquement, et ça donnait des résultats qui étaient considérés comme à peu près satisfaisants. Et il y a d'autres, ça c'était plutôt des matheux appliqués qui avaient produit ça, et il y a des automaticiens qui ont produit un autre modèle. Donc, alors ça c'est ce qu'on appelle un modèle de connaissance. C'est un modèle dans lequel on a mis toute la connaissance physique qu'on a du phénomène pour essayer, et donc en un certain sens on sait ce qui se passe. Mais il y a d'autres techniques qui sont des techniques de traitement du signal et qui sont extrêmement efficaces lorsqu'on a de très nombreuses données. Et là, c'était le cas. On a des données chronologiques, on a tout le passé. Et donc, oui, je me rappelle le challenge, d'ailleurs, il donnait des données passées, mais pas toutes. Et c'était à celui qui ferait la meilleure prédiction sur des données d'un phénomène qui s'était produit, effectivement. Donc, ils ont utilisé ces données en utilisant des techniques qu'on appelle ARMA, RIMA ou des choses comme ça, qui sont des pures techniques de traitement du signal. Ils ont établi des corrélations. Ils ont analysé de façon fine, avec les méthodes de l'époque, les corrélations qu'il y avait entre
les chutes d'eau et puis la montée des eaux. Et cette analyse était très très efficace et pour un coût informatique minimal, ils ont été capables de fournir un système qui donnait des performances de prédiction qui étaient comparables, sinon meilleures, aux gens qui avaient travaillé sur le modèle de bassin versant, etc. Bon, je pense que cet exemple il est parfaitement clair, c'est que le modèle de comportement qui avait été produit, c'était un modèle qui était certes très efficace, mais qui n'expliquait rien du tout, et qui avait le défaut considérable de reposer sur l'hypothèse que le passé, ce qui s'est produit dans le passé, se reproduira dans le futur. Ça ne fonctionne que comme ça, il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucune analyse de causalité. On estime que les mêmes corrélations vont continuer à se produire. Or, il s'agit d'un bassin versant, donc d'un lieu où il y a des hommes qui vivent. S'il y a beaucoup de supermarchés qui s'installent, qui modifient avec leur parking considérablement le ruissellement des eaux, etc., ce modèle de prédiction qui était basé uniquement sur l'analyse des corrélations ne servira plus à rien. Donc, ce modèle... Alors après, la terminologie, on s'est mis à appeler ce genre de modèle un peu des modèles boîte noire. C'est un modèle boîte noire en ce sens qu'il reproduit fidèlement la réalité, mais tu ne sais pas pourquoi il reproduit la réalité. En fait, c'est simplement un modèle qui analyse des corrélations passées et qui te prédit le même type de corrélation et qui repose sur l'hypothèse fondamentale de la stabilité de ce que tu as observé. Donc je crois que c'est ça, il n'y a pas du tout de mystère. Si tu fais un gros travail d'analyse du terrain avec les phénomènes de ruissellement et tout ça, tu sais beaucoup plus de choses sur le phénomène et tu pourras éventuellement dire aux décideurs, il faudrait arrêter de faire des supermarchés, arrêter de faire ruisseler l'eau de telle manière, etc. Si tu as un modèle boîte noire qui a un excellent comportement entrée-sortie, mais si tu n'as aucune information sur les raisons pour lesquelles il y a ce comportement entrée-sortie, ben tu as ça, mais tu n'as rien d'autre. Et c'est tout le fond de la discussion. Et là, pour le coup, je pense que ce serait intéressant que les gens de cette communauté que j'ai pu observer, là, regardent un peu ce que les automaticiens disaient sur la question autrefois, bon, à un moment, c'était un peu ad nauseam. Toutes les thèses d'automatique commençaient par un baratin plus ou moins épistémologique de l'étudiant sur modèle de comportement, modèle de connaissance, etc. Mais bon, c'est quelque chose qui correspond à une tradition historique. Bon, maintenant, c'est fini l'automatique, c'est balayé par l'informatique. Mais pendant 2 siècles... L'automatique, ça démarre avec les régulateurs à boules de machines à vapeur. Donc c'est les premiers automatismes, la première façon de remplacer un humain qui tournait les robinets par un mécanisme, etc. C'est des réflexions, je pense, qui sont intéressantes et qui sont bien élaborées. Merci. Jean-Gabriel. Pour aller dans le sens de ce que vous nous dites, bien sûr que la notion de boîte noire vient effectivement de l'automatique. Mais où je suis moins d'accord, c'est qu'en réalité ça a été repris, l'automatique, mais d'une façon un peu particulière. Parce qu'on peut passer par le numérique, mais ça reste l'automatique. Historiquement quand même, il y a un autre aspect de la notion de boîte noire, c'est qu'effectivement, comme ça s'est développé dans les années 50, en réalité c'est la cybernétique qui a été... D'ailleurs c'était l'aide cybernétique en français, les gens disaient que c'était l'automatique théorique. La cybernétique, ça fait partie de l'automatique. C'est l'automatique théorique. Non, ça a été vu comme ça, et quand même, on ne peut pas dire que Wiener n'est pas un des théoriciens de l'automatique. Et la notion de système téléologique elle a été introduite en 1943, avant le terme cybernétique après, mais ça chapeaute. Alors, juste quand même pour introduire une autre chose sur cette notion de boîte noire, elle a été reprise par des psychologues comportementalistes qui disaient effectivement on va étudier l'individu sans avoir à faire référence à l'introspection. Ça donnait à l'époque un gage d'objectivité à la discipline psychologique. Et ça a joué aussi un rôle extrêmement important. Donc il y a ces deux aspects
l'un étant dérivé de l'autre. Alors, juste pour dire que très rapidement, la cybernétique, c'est à la fois effectivement les systèmes technologiques, mais c'est aussi les réseaux neuronaux formels. Les réseaux neuronaux formels, donc, ça relève d'une réflexion initialement très très proche de l'automatique. Alors, je sais quand même très bien de dire qu'il s'agit d'une modélisation de ce qu'on connaissait dans les années 40 du fonctionnement de ce système. Il faut savoir que la découverte des neurones remonte à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Le prix Nobel de biologie est donné en 1906 aux personnes qui ont découvert la structure des neurones. Monsieur Schultz a ramené je me souviens plus de leur nom, mais il y a les cellules de Golgi, je crois, Golgi aussi, on découvert ça. Et ce que fait Walter Pitts avec un neurobiologiste et un mathématicien, Pitts et le mathématicien, c'est qu'il démontre que si on met des automates très simples, à l'époque il n'y a pas d'ordinateur, donc il ne pourrait pas être question si on met des petits automates qui simulent des neurones sur 3 couches, les connexions entre ces automates, ça simule les connexions entre nos neurones, c'est-à-dire ce qu'on appelle les synapses, on peut les pondérer dans 3. Si on les met en 3 couches, et bien à ce moment on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Ça c'est un résultat qui marque énormément les choses, parce qu'il y a un pont entre la logique, c'est-à-dire les lois de la pensée, l'ingénierie, ce qu'on est capable de réaliser, et la biologie, parce que ça fait référence à ce qui se passe dans le concept. Le problème, c'est que si on veut utiliser ça en pratique, il faut être capable de configurer ses poids. Or ça, à la main, si on vous donne une fonction booléenne, configurer les poids pour que l'automate, la séquence de 3 couches d'automate crée cette fonction booléenne, c'est extrêmement difficile. Donc les gens se sont dit, on va essayer d'automatiser ça. Et c'est de là que venait l'apprentissage machine. Bien sûr, les gens se cassent les dents, les pionniers de l'intelligence artificielle comme Marvin Minsky qui travaille là-dessus. Et il va falloir attendre 58 pour que quelqu'un trouve un algorithme qui fait ça, c'est ce qu'on appelle le perceptron. Le problème, c'est qu'il marche sur 2 couches. Il est dit, c'est universel quand il y a 3 couches. Donc, ensuite, Marvin Minsky, qui avait été lui-même, qui avait fait sa thèse là-dessus, démontre dans un livre qu'il publie en 69 que ça ne peut pas marcher pour des fonctions très simples. C'est extrêmement limité, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéairement séparables. Donc après, on arrête de travailler sur les neurones formels pendant 15 ans. Et il faut attendre 85 pour qu'on généralise l'algorithme de perception sur 3 couches. À l'époque, c'est assez lent. Donc on essaye de trouver d'autres choses. Donc il y a des théories d'apprentissage qui vont se développer dans les années 90 et plus personne ne fait des réseaux de neurones formels dans les années 90, sauf un breton, ceux qui ont la réputation d'avoir la tête dure, il est aux États-Unis, il s'appelle Hennepin. Effectivement, il y a des concours et il essaye d'utiliser ces choses avec plein. Alors lui, il utilise plein de couches. C'est au lieu d'avoir 3 couches de neurones, il en met 15. Et il appelle ça, alors il y a des couches qui sont codées, des couches sur lesquelles on apprend, et c'est ça qu'il appelle profond. C'est profond parce qu'il y a beaucoup de couches. Donc c'est pas, tu vois, ça n'a rien de mystérieux ce profond. Et là, donc, il y a des benchmarks avec des, dans les années 2010, avec des tests sur des reconnaissances d'images. Et ils montrent qu'avec ces réseaux de neurones profonds, on diminue l'erreur d'un facteur considérable. On était à 20% d'erreur et il est à 10% d'erreur. Les gens commencent à s'étonner. L'année d'après, il y a 3 ou 4 personnes qui utilisent les mêmes techniques et ils ont les mêmes résultats. 2 ans plus tard, tout le monde utilise le deep learning. Et ça explique cette mode, cet enthousiasme pour le deep learning. Et bien sûr, il y a d'autres techniques d'apprentissage. Et je crois important de noter aussi qu'il y a d'autres techniques d'apprentissage supervisé selon le type de données. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle des données non structurées. Et si on a des données structurées, il faut utiliser d'autres types d'apprentissage. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour vous dire. Et dans le deep reading, c'est le même deep? Alors non, le deep reading, voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Alors en fait, je pense que le deep reading, bon, après c'est Moretti
qui a introduit la notion de distinct. Lui, c'était oui, c'est ça. C'était close reading et distinct. C'est à partir de ça, hein, où les gens ont dit, il y a le close reading, puis voilà, c'est ça. En fait, on a opposé au distinct reading le close reading. Je pense que le deep reading, c'est un peu l'idée. Avec amalgame, quoi. Voilà, on était entre le close reading et le deep learning. Voilà, on a fait du. Voilà, ça. Donc, juste, je voudrais, parce que là, c'est juste pour éclairer, à rappeler des éléments historiques, hein, pour clarifier un peu de choses. Alors, juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je trouve très intéressant, c'est qu'il y a bien sûr des éléments entre vous trois qui sont importants. Et merci d'avoir rappelé, je suis d'accord, surtout ici d'ailleurs, parce que des gens qui travaillent là-dessus, le rapport avec la tradition de belles écrits et tout ce qui était, aujourd'hui on retrouve ça, les JADT, je vous mets l'analyse de données textuelles, certainement, c'est la même filiation. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que on a affaire exactement à d'un côté, ça ressemble, c'est qu'on voit les sciences de l'ingénieur, l'informatique s'intéresser à des problématiques culturelles, des problématiques dans des disciplines d'érudition, mais d'un autre côté, je crois qu'il y a une grande différence. Et ça, je pense que ça mériterait qu'on en discute. La grande différence, c'est que dans les années 60, on est à l'aube des sciences humaines. On veut essayer de transformer les disciplines d'érudition classique dans des disciplines qui seraient aussi rigoureuses d'une certaine façon que le sont les sciences. C'est pour ça que les gens s'intéressent à la linguistique d'une façon différente. Avec Chomsky, on s'intéresse à la psychologie, etc. Et il y a cet enthousiasme. Et les sciences humaines, elles s'opposent aux humanités. À l'époque, on se souvient plus de ça suffisamment. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse. Tu as raison. Et je crois que c'est un retour à l'humanité. Et d'ailleurs, le terme humanité numérique est créé au tournant du millénaire, et il s'oppose au terme humanities and computing. C'est qu'effectivement, l'humanité, c'est de transformer complètement les humanités par le numérique. Alors, dernier point, et je crois que c'est aussi une question très, très importante, c'est l'opposition qu'il peut y avoir entre les deux fonctions des humanités numériques. Et moi, je pense qu'elles sont toutes les deux pertinentes. Une fonction heuristique, effectivement, parce que ça suggère un certain nombre d'idées, mais aussi une fonction probatoire. De temps en temps, on peut avoir des éléments de preuve. Ça peut être la machine prouve. Ça veut dire qu'on va trouver, grâce à la machine, des éléments qui vont valider une hypothèse. Et ça change beaucoup, je crois, dans un certain nombre de disciplines. Parce qu'on trouve un certain nombre de choses. Donc voilà, je crois, et merci effectivement de cet échange, parce que je crois que tous ces éléments sont présents. Alors, le tout dernier point, c'est que, effectivement, dans les humanités numériques, donc il y a une tendance qui est exprimée par certains, et qui est assez minoritaire, mais qui est quand même exprimée. On va reprendre un peu ce qu'on faisait dans les années 60, c'est-à-dire on va faire les sciences humaines, les sciences d'érudition traditionnelle, l'équivalent en vigueur de ce que sont la physique, la biologie, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'autres qui les envisagent d'une façon tout à fait différente. Et justement, c'est la question. Est-ce que ce sont simplement des outils? Est-ce que ces disciplines se transforment en ingénierie? Ce ne sont pas des sciences d'ingénierie. Ou au contraire, est-ce qu'on part d'une théorie, qui sont des théories d'interprétation classique, et on va essayer de les équiper avec de nouveaux opérateurs d'interprétation, mais ce qui veut dire qu'on n'abandonne pas les théories, au contraire, on les conserve. Donc vous voyez, ça fait trois points. C'est nous qui vous remercions. Je crois qu'il y avait une intervention, et après on rebondit sur les rebonds, effectivement. Je crois que... Je ne sais pas si on va beaucoup rebondir. Non. Mais j'ai produit dans 17h ou non, 14h30. à 16h30. Ah. Le décalage que nous avons fait. D'accord. Ouais, quand même peut-être une minute si tu peux. Ouais. C'est juste pour vous dire qu'on est pas parti sur 17h. Je voulais juste ajouter plein d'autres éléments à ce qui a été dit, en venant vers quelque chose qui toucherait un peu presque à l'anthropologie philosophique. C'est-à-dire que la question de la boîte noire, moi c'est presque pas tout à fait dans le sens qui est c'est quelque part un cas, c'est une méthode. On se dit maintenant on va utiliser cette méthode. On va dire le juge chez une boîte noire. On voit ce qui
l'ensemble des informations qu'on a sur ce qui se passe et on va essayer d'en tirer des lois. On observe pas pour les statistiques, c'est clair. Et ceux qui suivent. En psychologie, il y a ce qui naît les autres, de fait en psychologie behavioriste, ça n'a pas d'importance ce qui se passe à la tête dans la tête des gens, on voit ce qui se passe. En économie, aujourd'hui, on avait avant une figure qui était l'homo economicus, qui était très très critiquée, parce qu'en fait, la rationalité, l'humanité, etc., on n'est pas aussi maximisateur des intérêts. Et effectivement, aujourd'hui, on a quand même une économie comportementaliste qui prend de plus en plus d'espace, qui, avec des expériences en laboratoire et des choses de ce genre-là, avec les nudges, et ce qui a un impact directement sur l'autre, parce qu'aujourd'hui, plutôt que de faire de la régulation dans un système de règles générales qui s'adresse à l'intériorité et à la conscience, on dit on va plutôt modifier l'environnement, et si on met les frites en haut et les pommes au milieu, les gens vont prendre les enfants vont manger les pommes et vont plus manger les frites. Non pas parce qu'ici on réfléchit, mais parce qu'en fait, sur la base d'analyse des comportements, ça fonctionne. Et quelque part ça, cette montée en force dans une série de domaines, une conception de l'humain qui le voit comme quelque chose qui ne se maîtrise pas vraiment, qui n'a pas cette force de l'honneur de celui qui s'engage par un contrat. Un contrat, on signe aujourd'hui des choses qui doivent être exécutées pendant 25 ans. Cette personne-là, un peu héroïque de l'humanité qu'on trouve chez l'homme généralement prudent et intelligent, ton père de famille, ou chez l'homme economiste, est gommé en faveur d'une autre figure de l'homme qui le prend plutôt comme une sorte de masse qui se déplace au gré des pressions qui sont faites sur lui, qui ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il agit, pourquoi est-ce qu'il agit de telle manière. Et là-dedans, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport au développement du numérique et surtout de ce qu'on fait avec les données qu'on a collectées, qui est peut-être pas tout à fait inintéressant dans une réflexion sur les humanités numériques. Merci. Et c'est clair. En fait, il y a le processus, la dynamique est éludée, enfin est mise entre parenthèses. On s'intéresse à aux éléments, à la connexion entre l'input et l'output, et on décide de neutraliser ce qui a toujours fait précisément l'intérêt de la chose, d'une certaine manière. C'est-à-dire la dynamique par laquelle on parvient à certaines choses. Tu vois, pour le dire autrement, en psychologie, ça veut dire que tu ne t'occupes pas de l'intention. Ouais. C'est pour ça que des gens comme Léa te disent tu es contre les boîtes noires. C'est vrai que c'est très en lien avec le comportementalisme, par exemple. Anthony, un dernier mot. Suivi remarque peut-être c'est des débats très profonds dans son sens. Quand on a les détails, forcément, Isaac doit trouver une situation où les gens sont conscients des choix qu'ils font, au contraire les orienter dans des comportements qui peuvent vouloir servir le bien commun, mais qui vont ensuite se retrouver arriver dans des choses qui peuvent être perverses sur le long terme. Le débat c'est profond quand on fait les objets ou l'interface. Donc si ça conduit à ça, ça conduit à une forme quand même d'utilisation pragmatique, voire de manipulation. C'est-à-dire ce que tu as désigné comme étant un enjeu beaucoup plus anthropologique, global, et je suis tout à fait d'accord, c'était très éclairant. Si la séquence d'après ou la phrase d'après, c'est donc on va développer les nudges, c'est ça qui est inquiétant, quoi. C'est-à-dire comment on traduit cette philosophie, entre guillemets, de la boîte noire. Cher David, merci beaucoup pour votre présence dans ce